Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bienvenue dans votre émission Priorité au foncier. C'est le 3e numéro en ce lundi 7 décembre 2020. Ce programme est initié par le réseau des journalistes du foncier avec l'appui financier de la Fondation Konrad Adenauer. Aujourd'hui, nous éluciderons le rôle des élus locaux et de la chefferie traditionnelle dans la gestion du foncier et le partage équitable de l'héritage foncier entre l'homme et la femme. Vous, auditeurs, depuis là où vous êtes, vous pouvez participer aux discussions par vos témoignages ou vos questions au numéro 91 09 71 71 ou le 96 01 58 58. Nos invités sont en studio, vous les connaîtrez tout à l'heure. Cette émission, je rappelle que vous écouterez plusieurs élus locaux, notamment les élus locaux du Golfe 2, de la Moutroie, des Lacs 4, entre autres. En studio cet après-midi avec nous, M. Daké Kofi Kouma, directeur général de l'urbanisme et de l'habitat. M. Daké, bonsoir et bienvenue chez nous. Merci beaucoup, bonsoir à vous aussi. Ok. Nous avons également Togui Kwame Doji Toula 66, chef canton de Blévier, Zio. De Blévier, dans le Zio. Voilà. Vous êtes également avec nous, merci beaucoup, chef. Également en studio, Rodrigue Tomega, Adolphe Tobega du réseau des journalistes du foncier. Isidore Akolo doit nous rejoindre tout à l'heure. Il est le président du réseau également. Je suis à Saint-Bledro à la présentation. Bienvenue chez nous. Nous parlons du rôle des élus locaux et de la chefferie traditionnelle dans la gestion du foncier et le partage équitable de l'héritage foncier entre l'homme et la femme. Première question, tout droit au chef. Togui Toulati, quel rôle les élus locaux et les chefs traditionnels doivent jouer dans la gestion du foncier dans leur milieu? Merci beaucoup. Selon le nouveau code foncier, les chefs traditionnels, ils ont une large place dans le processus du règlement du foncier et de l'équitabilité des femmes. Dans les articles suivants, nous avons dans le nouveau code, nous avons 225, 231, 232, 588, 597, etc., etc. Le code insiste au chef d'assurer à l'accès équitable aux terres pour l'ensemble des acteurs, qui nous appelons pas ensemble des acteurs. C'est autrement veiller au respect de l'égalité de l'homme et de la femme dans l'accès du foncier. Donc, les chefs traditionnels, ils ont une place bien définie dans le nouveau code. Voilà. Merci beaucoup, Togui. Nous allons écouter le premier intervenant élu local. C'est le docteur James Amagro, maire du Golfe 2. Il parle. On ne peut pas écouter docteur James Amagro. Donc, monsieur Daké, on y va avec vous. Oui. Quel rôle quel est le rôle des élus locaux et les chefs traditionnels dans la gestion du foncier dans leur milieu? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme l'a dit Togui tout à l'heure, les chefs traditionnels ont une place de choix dans la gestion de la chose foncière dans nos contrées. Vous savez très bien que, vous l'avez dit d'entrée avec la chanson de King Mesa, Terre Benyahea, ça crée des problèmes un peu partout. Et surtout en matière de l'accès de la femme à la terre. Les hommes pensent toujours que ce sont eux qui doivent être les dispositaires de toutes les terres inhérentes à la succession de leur père. Et généralement, à la suite de ces différents fonciers, eh bien, c'est tout un clivage qui naît au niveau de la collectivité, de la famille, du village. Si bien que pour instaurer
la paix et le vivre ensemble au sein des communautés et des collectivités, eh bien, le rôle des chefs traditionnels a été donc mis en exergue pour connaître de ces différends et les traiter de façon amiable afin que la paix puisse s'installer entre les familles, entre les collectivités, dans les communautés. Maintenant, les chefs traditionnels là sont aussi sous le travail, donc sous la direction des élus locaux, surtout notamment le maire. Alors, lorsque les différends là, lorsque ces différends naissent et que les chefs traditionnels connaissent des difficultés dans la gestion, on fait intervenir le maire qui est, selon le code foncier, le responsable des comités de gestion foncière locale. Et en sa qualité de responsable de comité de gestion foncière locale, il peut donner des instructions, des orientations pour que tout le monde puisse comprendre le bien fondé du règlement pacifique de ces différends. Donc, ils ont beaucoup de rôles à jouer dans la sécurisation foncière, dans le règlement des litiges et bien d'autres rôles aussi, puisque l'aménagement du territoire communal aussi apporte aussi des différents fonciers. Donc, le maire, les élus locaux et les chefs traditionnels ont de grands rôles à jouer donc, dans la gestion foncière. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Daké. Nous allons écouter à présent Dr James Amagolo. Il est le maire du Golfe 2. Et on va voir ce qu'il pense de la gestion du foncier et de l'équitabilité du partage de l'héritier entre l'homme et femme. Conformément à l'article 29 du nouveau code foncier, le maire doit s'entourer d'une équipe de gestion du foncier qui n'est pas encore mise en place parce que le décret d'application n'est pas encore sorti. Et c'est à partir de cet article que le maire a un droit de regard absolu dans tout ce qui se fait dans sa commune sur le plan de l'immatriculation des domaines, c'est-à-dire les plans parcellaires aujourd'hui qu'on appelle communément 3 tampons. Il y a une période moratoire qui permet aux propriétaires de venir à la mairie et de se faire accompagner avec un petit forfait pour pouvoir continuer le processus d'immatriculation de leur domaine pour avoir ce que nous appelons communément le titre foncier. Donc le maire a un rôle important à jouer et il faut se réjouir que l'autorité a pris conscience que la gestion du foncier est un grand problème au Togo et on est en train d'avancer. Comme je le disais, merci à vous la presse pour la sensibilisation que vous faites pour que l'autorité prenne davantage conscience et que nous, les maires qui sont appelés à les accompagner, qu'on soit au niveau pour pouvoir permettre... Voilà, nous venons d'écouter le docteur James Amagolo. Toutes nos excuses pour la qualité un peu exécrable de cet élément sonore, mais Dr James Amagolo, qui est le maire du Golfe 2. Alors, Togui, parvenez-vous à véritablement jouer ce rôle d'équité dans le partage de l'héritage entre l'homme et la femme? Effectivement. Depuis 2018, c'est à ce temps-là que la loi a été votée, promulguée. Alors, il faut voir que nous sommes dans notre deuxième année. Comme la loi n'est pas rétroactive, nous sommes en train de commencer pour assurer la sécurité des droits réels immobiliers établis par voie coutumier. Nous luttons contre la mise en valeur effective des terres pour les bien-être de la population. Et nous avons le droit de sensibiliser et de dire aux propriétaires terriens de gérer la terre au respect de l'intérêt de la génération future. Parce qu'une famille ne peut pas se lever aujourd'hui, chaque temps, vendre la terre à l'agricultisme. Il faut voir que si la population s'accroît, et alors aujourd'hui, vous vendez la terre à l'agricultisme, ou bien vous faites vos terres à n'importe comment, ça veut dire que vous punissez vos enfants qui vont naître demain. Est-ce qu'ils vont s'accrocher sur l'air ou bien comment? Non. Ils doivent bénéficier de la terre. Alors, les problèmes, l'autre fois nous avons dit ici que les problèmes
la plus grande partie des problèmes maintenant, c'est les problèmes fonciers. C'est partout. Du nord au sud, de l'est à l'est. C'est le problème foncier maintenant qui est à la une. Et nous avons des rôles à jouer. Puis l'autre fois, j'ai dit que la loi, lorsque on promulgue une loi, ça veut dire que c'est un plan qu'on a planté. On doit prendre soin à ce que le jour à venir, il soit propice à nous tous. Alors nous gérons les cas. C'est dur. Si dans nos jugements ou bien dans nos conciliations, entre deux personnes, il y a d'autres qui comprennent vite, et d'autres qui ne comprennent pas vite. Mais c'est pas ça que nous allons laisser comme ça. Nous sommes en train d'aller doucement pour que tout le monde y ait, quelle que soit la nature de la terre. On doit bénéficier. Oui, Isidore, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, mais recadrer un peu le débat. Au fait, il y a deux thématiques à ce niveau-là. D'abord, il s'agit de la gestion du foncier dans leur milieu. Et en plus, en dehors de cela, c'est la répartition équitable. Donc, au niveau de la gestion du foncier dans les communes, les maires ont un rôle important à jouer. Aujourd'hui, et je passe sous le contrôle du directeur de l'urbanisme, c'est ce que disait Dr Joseph Amaglo, selon l'article 29, on devait mettre sur pied la commission de gestion des fonciers dans les communes et autres, que ce soit les quartiers, les villages. Mais le décret n'est pas encore pris, ce qui fait que ça complique un peu la tâche à beaucoup de maires. Maintenant, il y a un moratoire dans la procédure d'immatriculation du foncier. Ceux qui, auparavant, avaient le plan passerelle, qu'on appelait communément 3 tampons, peuvent aller à la mairie, auprès des maires de leur commune, avoir une certification pour pouvoir rentrer dans leurs droits. Puisque, au-delà de ce moratoire, vous allez recommencer le processus à zéro. Aujourd'hui, si vous achetez un terrain, que ce soit rural ou urbain, il y a le guichet unique. Mais ceux qui avaient déjà enclenché la procédure d'immatriculation et qui pensent avoir déjà leurs 3 tampons, qui n'est pas encore un droit foncier, peuvent aller au niveau de leur mairie respective et avoir cette certification de la mairie pour pouvoir continuer plus tard le processus d'immatriculation et avoir leur titre foncier qui est un véritable droit foncier. C'est ce que je voulais apporter avant qu'on aborde maintenant la contribution des élus locaux et des chefs traditionnels dans le partage équitable de l'héritage entre hommes et femmes. Merci beaucoup Isidore Akolo. Vous êtes le président du réseau des journalistes du foncier. Je rappelle que vous, auditeurs qui êtes à la maison, vous pouvez nous appeler, poser vos questions ou faire des témoignages sur le 91 09 71 71 ou le 96 01 58 58. Monsieur Daké, vous voulez ajouter un mot par rapport à ce que Isidore a dit? Oui, un tout petit mot, parce qu'ils ont tout dit. Vous aviez demandé au chef traditionnel s'il éprouve des difficultés dans la gestion de la chose foncière dans son milieu. Il vous a dit oui. Il y a d'autres qui comprennent vite, d'autres qui comprennent tardivement, mais il continue toujours par les sensibiliser pour que le foncier soit géré de façon équitable. Et Isidore a renchéri en disant qu'il y a un délai moratoire après lequel on devrait recommencer le tout. Oui, c'est vrai. Et dans ce processus, ceux qui disposent déjà de ce fameux 3 tampons peuvent continuer donc par se faire établir un certificat administratif du maire et aller donc à la conservation foncière
pour enregistrer leurs 3 tampons, leur certificat administratif, leur contrat, et continuer donc par utiliser l'ancienne procédure pour pouvoir obtenir le titre foncier. Alors, lorsque nous voulons donc gérer du foncier, il faut qu'on sache quelle est la consistance de ce foncier qu'on gère et à qui appartient de droit ce foncier. C'est à ce titre seulement que nous pourrons dire qu'on peut répartir ce gâteau entre des gens. Et pour savoir la consistance de ce gâteau qui est le foncier, il faut donc avoir le titre de propriété qui vous donne donc la consistance qui est sa superficie et vous donne le propriétaire, le nom du propriétaire, le dispositeur de ce titre. Si maintenant c'est ce dispositeur, celui-là qui a le titre, qui veut répartir ça entre ses héritiers, en ce moment-là, vous saurez le nombre d'héritiers et s'il y a des femmes parmi eux, eh bien, vous faites ça, vous partagez la poire en 2 à égalité, conformément aux dispositions du Code togolais des personnes et de la famille pour que la gestion équitable puisse se faire. Donc, la première chose, c'est de connaître la consistance du bien foncier à partager ou bien à répartir équitablement et connaître le propriétaire de ce bien foncier. En ce moment-là, vous pouvez connaître le nombre d'héritiers potentiels entre lesquels il faut donc les répartir. S'il y a des femmes, ça, il n'y a pas de problème, ils auront donc à participer à égalité. Voilà ce que je vais ajouter à ce que mes prédécesseurs ont dit. Ah, voilà. Togui, vous avez un mot? Oui, j'ai un mot à ajouter là-bas pour ceux qui ont les 3 tampons. Parce qu'à l'heure nous sommes, il faut avoir... on peut prendre 2 chemins. Si vous avez les 3 tampons, vous devez faire le contrat de vente, dûment signé par le chef canton du milieu et avant le transfert du maire. Et lorsque le maire aussi sécurise, et ça rentre maintenant au domaine pour le foncier. Même alors nous sommes, il y a ici ceux qui n'ont pas encore les 3 tampons, avec un tampon, avec un géomètre agréé par vignette, c'est très important. Alors ils rentrent chez les notaires pour continuer les processus pour l'enregistrement et ça va à l'auteur pour le quoi. Donc il y a 2 chemins à prendre. Voilà. Alors, comme nous parlons du rôle, nous allons parler maintenant du rôle des élus locaux dans le partage équitable de l'héritage foncier entre hommes et femmes. Je vous propose d'écouter monsieur le maire des Lacs 4, Michel Foli Koevi-Djen. Dans nos communes et surtout dans les zones rurales et chez nous, c'est une question très sensible. Dans l'entendement collectif de nos parents, de nos grands-pères, la femme n'a pas droit au foncier. Les raisons sont diverses. D'abord, à tort ou à raison, les hommes pensent que donner les terres à la femme, c'est comme on dilapide le bien familial, parce qu'elle va aller se marier à une autre famille. Les enfants conçus là-bas sont d'une autre famille et que cet héritage foncier va aller à une autre famille. C'est la conception qui est à la base depuis toujours et ce n'est pas seulement ici. Avant que la femme n'ait droit même pour voter, etc., dans les autres grands pays, ça avait existé. Chez nous, ça persiste encore un peu. Donc la manière de gérer ça doit être assez diplomatique, sage, pour ne pas réveiller les vieux démons. Donc récemment, nous avons eu la visite de la Fondation Conrad Adenauer qui nous a aidé à mettre en place un comité local de suivi des problèmes fonciers de la femme. Et les sensibilisations ont commencé. Et dans nos interventions diverses, nous commençons par expliquer à la population de notre commune que la loi est ainsi faite. Les avantages que nous avons à donner ce droit, à restituer ce droit à la femme sont nombreux. Donc nous sommes dans cette phase-là. Donc il y a des problèmes qui arrivent à la mairie, 2 problèmes sont déjà arrivés. Nous avons expliqué aux gens, ils ont compris. Et je pense que c'est dans la communication éducative que nous pourrons réellement faire entrer dans les mœurs
ce concept de l'égalité entre l'homme et la femme au niveau du foncier, au niveau de l'héritage tout court. Je voudrais également ajouter à propos de l'égalité entre la femme et l'homme au niveau du foncier, au niveau de l'héritage tout court, qu'il y a un manque d'éducation civique, un manque d'éducation, un manque d'information. Et c'est pourquoi nous avons envisagé dans nos programmes de vulgariser le code des personnes et de la famille. C'est là où tout peut se dénouer. Quand on va expliquer aux gens tout ce qui concerne comment on gère l'héritage, ils vont comprendre tout ça là. Et ça règle beaucoup de choses. Les gens vont comprendre les droits de la femme, les droits des enfants, les droits de tout le monde. Et à partir de là, les gens vont l'intégrer dans leur subconscient et ça deviendra quelque chose. Voilà. À l'instant, Michel Foli-Kouévidien, il est le maire des Lacs 4. Vous avez écouté ses propos, M. Daké. Une première réaction, il a parlé de gestion diplomatique, il a parlé de manque d'éducation civique. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos? Bon, gestion diplomatique, oui, mais manque d'éducation civique, bon, peut-être que ça, c'est moi qui ne comprends pas bien. C'est peut-être manque d'information. Puisqu'il avait dit que dans leur entendement et puis sur le plan traditionnel, la société se dit que la femme ne doit pas hériter. Ça, c'est déjà ancré dans leur entendement. Bon, peut-être l'information qui doit venir, c'est que nous sommes dans un pays qui est encadré par une loi, tant pour les personnes et pour les choses. Alors, pour la chose foncière, la loi dit, c'est-à-dire le Code togolais des personnes et de la famille, dit tous les êtres humains sont égaux devant la loi, c'est-à-dire l'homme et la femme. Et lorsqu'il s'agit d'hériter, eh bien, la femme hérite au même titre que l'homme. C'est ce que peut-être la population ne sait pas encore. Il faudrait donc les sensibiliser de façon assez accrue pour qu'elles puissent s'incruster cela dans la tête. Quant à dire que il faut une diplomatie, oui. Lorsque les gens sont réticents à s'engager sur un chemin donné, vous ne pouvez pas les obliger à coups de bâton à aller là. Là, il y aura toujours des frustrations et de la bagarre. Mais si vous prenez le temps, la sagesse et la diplomatie nécessaires pour leur faire comprendre le bien fondé de la chose, oui, je crois que les gens commenceraient donc par s'intéresser. Donc, il a raison sur le plan gestion de ces problèmes de droit d'accès de la femme à la terre. Il faudrait y aller doucement et avec sagesse et diplomatie pour qu'on finisse par comprendre. Voilà. Adolphe Tomega, vous êtes du réseau des journalistes du foncier. Vous voulez ajouter un mot? Oui, il faut dire que le problème ne se passe pas qu'au Togo. Le problème se passe dans bien d'autres pays d'Afrique parce que dans de nombreuses communautés, disons que c'est le droit coutumier qui dicte, ou le droit coutumier traditionnel, qui dicte les possibilités d'accès des femmes au foncier. Et ces coutumes estiment le plus souvent que les femmes n'ont rien à voir dans la gestion du foncier et ne peuvent donc en aucun cas prétendre à avoir un terrain. Et selon ces traditions, cette discrimination de la femme a plusieurs explications. Le maire en a parlé tout à l'heure, mais je reviens là-dessus. Selon certaines traditions, par exemple, le sexe féminin est considéré comme un sexe faible et donc ne pouvant pas bénéficier des mêmes droits que le sexe masculin considéré comme le sexe fort. D'autres traditions estiment que l'enfant du sexe féminin est considérée comme n'appartenant pas entièrement à sa famille d'origine, et parce qu'elle sera amenée à rejoindre son mari pour s'assimiler presque entièrement à la famille de celui-ci. Disons que même la religion a une influence sur l'accès des femmes à la terre, et dans certaines localités, par exemple, on estime que la femme ne peut pas hériter de la terre parce qu'elle ne peut pas offrir des sacrifices aux dieux de la terre. Et le droit de faire des sacrifices étant un privilège réservé aux hommes.
Donc, voilà tout un tas de considérations qui amènent aujourd'hui les gens à refuser l'accès de la terre aux femmes. Dans certaines communautés, ils sont bien conscients de l'existence de nos lois, de l'existence du code foncier qui garantit le droit de la terre aux femmes, de l'existence du code de la personne et de la famille qui garantit le droit de l'accès de la terre, le droit de l'accès à la terre aux femmes. Mais ils sont réticents compte tenu de la pratique coutumière toujours en vigueur et que les lois de l'État n'arrivent pas à battre en brèche. Oui. Ce que je voulais ajouter, c'est soutenu par le fait que la fille, en se mariant, va introduire dans la famille des étrangers, c'est-à-dire ses enfants qui ne sont pas de la même famille, et vont maintenant s'accaparer de la richesse, et surtout foncière. Donc, désemparer ou déposséder les vraies familles de leur patrimoine terrien. Donc, c'est ce que sous-tend cette pratique à ne pas donner l'héritage foncier à la femme. Donc, c'est à force de pouvoir communiquer et dire que les femmes, que ce soit la fille ou le garçon, a le même droit d'hériter de l'héritage. Et partout ailleurs, on dit que la femme peut tout hériter, sauf la terre. Parce que en lui donnant la terre, ses enfants finiront par s'accaparer du patrimoine. Ou bien, chef? C'est ça. Oui, chef, avant de venir à vous, Togui, Isidore, est-ce que en 2020, il n'est pas temps que les gens laissent cette pratique? C'est les coutumes ont les carapaces dures. Il faut aller, comme le disait tantôt chef Blainvier, de diplomatie en diplomatie et de sensibilisation sur sensibilisation pour pouvoir ôter ça des comportements humains. Voilà. Et c'est en cela qu'on salue l'initiative de Konrad Adenauer à pouvoir accompagner ces genres de sensibilisation. Alors, Togui, vous avez écouté le maire des Lacs 4, Michel Folique-Poividien. Que vous inspirent ces propos? Effectivement, ces propos, je peux mettre ça en deux catégories. Il dit en diplomatie, c'est-à-dire c'est là où on doit aller au règlement l'amiable. Au règlement l'amiable. Pour enseigner à quelqu'un, il faut commencer doucement pour aller. C'est au règlement l'amiable. Et après, il a dit au code de la personne, de la famille. Alors, tout commence par là. Voilà. Donc, cela veut dire que le mal de nous maintenant, nous ne veut pas lire. C'est ça le problème. C'est la lecture qui nous fait problème. Si nous allons rentrer dans les articles 407 à 433, alors vous allez voir que la place y est là-bas. Quand nous lisons cet article-là, c'est pointé sur l'égalité. Le code de la famille est insisté sur l'égalité. Là-bas, il y a la compréhension. Donc, si nous prenons le code, nous lisons 407 à 433, nous allons voir ce que le maire voulait dire là-bas. Et ce serait compréhensible. Merci beaucoup. Il a parlé également de sensibilisation. Sensibilisation. Ça, la sensibilisation, cela veut dire que le code de manière est bâclé. C'est pour cela que tout à l'heure, Isidore a dit, nous devons saluer nos partenaires. Konrad Adenauer. Dans nos ateliers, chaque temps, dans les fermes reculées, pour comprendre que c'est comme ça. Alors vous allez voir que est-ce que le job le plus facile maintenant, c'est la vente de la terre. J'ai un demi-lot, je trouve quelqu'un, il me débloque au moins 3 millions. Si je vais travailler, ça va faire des années que je vais avoir 3 millions. Le job le plus facile maintenant, c'est la vente, vente de la terre. Donc c'est pour cela que tout le monde s'accapare à être comment? À être riche. Et c'est pour cela que net les doubles ventes et autres. Alors, par rapport à tout ce débat, M. Daké, que voulez-vous ajouter Non, ils ont tout dit.
Ils ont tout dit, mais seulement, je voudrais insister sur la sensibilisation. Vous savez, il fut un temps où on a lutté contre l'excision des jeunes filles. C'était une pratique qui est tirée aussi des coutumes et puis des religions. Que certaines prétendent que la femme ne doit pas être trop sensible ou bien sensitive, parce que s'il y a le clitoris, elle devient trop sensible et ils iront à la débauche. Alors que ce sont que des considérations erronées. Alors, au fur et à mesure que la sensibilisation y arrive, c'est partout, en Afrique comme dans le monde entier, les gens finissent par comprendre et ces pratiques commencent donc par régresser. Il en serait de même aussi pour le droit d'accès de la femme à la terre, de sensibilisation en sensibilisation, toutes les considérations erronées finiront par être abandonnées et je crois que nous rentrerons dans le droit chemin. Je rappelle aux auditeurs que nous sommes dans l'émission priorité au foncier. Vous appelez sur les numéros 91 09 71 71 ou sur le 96 61 58 58. Alors, monsieur Daké, nous allons rester avec vous. La femme ou la fille peut-elle hériter de toutes sortes de terres au même titre que l'homme ou le garçon? Ouais, toutes sortes de terres, puis on sait qu'il y a des terres rurales, il y a des terres cultivables. Bon, écoutez, on parle de l'héritage de la femme à la terre, du droit d'accès de la femme à la terre. Donc, si on n'a pas mis les terres arables, les terres végétales ou bien les terres incultes, ça veut dire que la terre s'est généralisée. Dès lors que des hommes peuvent prétendre à hériter de la terre, il est clair que la femme aussi doit hériter de ces mêmes terres. Il n'est pas question qu'on dise, mais la femme c'est la femme, donc les terres incultes, on va les lui donner et comme ça, ça n'a pas de valeur. Non, la terre inculte a des valeurs. Si les gens peuvent hériter des terres riches, on peut hériter aussi des terres incultes. Donc, il n'y a pas toutes les terres, il n'y a pas de terres différentes. Une terre, c'est une terre. Et dès lors que le garçon peut en hériter, la femme aussi peut en hériter. Alors, dans certaines communautés, on remarque que les terrains sont loués aux femmes. Pour qu'elles puissent cultiver, elles louent les terrains. Qu'est-ce que vous dites de ça? Oui, mais puisque les terrains ne sont pas à leurs parents et les terrains cultivables sont à autrui, la première chose, c'est soit d'aller demander qu'on lui accorde le droit d'utilisation sous n'importe quelle forme de contrat. Et la principale, c'est la location. Je vous loue ça sur une période donnée et lorsque les récoltes seront donc faites, vous aurez votre dû. Ça, c'est une forme. Les femmes peuvent aussi avoir accès à la terre pour leur exercice agricole sous d'autres formes, pas seulement la location. Mais la location est venue tout simplement parce que les parents de ces dernières ne disposent pas de terres cultivables en ce moment ou bien dans la localité où vivent ces femmes. Donc ceux qui en ont, puisqu'ils ne peuvent pas donner gratuitement, ils signent un contrat de location pour que la femme puisse donc s'exercer à l'agriculture. Donc c'est normal. Oui, monsieur Daké, ce que je voudrais dire, c'est dans certaines communautés, c'est même la famille de la femme qui leur loue le terrain. Bon, si vous dites dans la famille, dans la famille, il y a des propriétaires et il y a des détenteurs. Est-ce que vous voyez? Si moi, je suis le propriétaire terrien de la famille, peut-être que je l'ai acheté avec mes sous et que mes enfants aussi peuvent en bénéficier. Est-ce que vous voyez? Si vous voulez, en tant que frère de cette femme-là, lui accorder cette libéralité, c'est tant mieux. Mais si vous regardez votre argent que vous avez investi pour l'acheter, vous dites, je veux faire un retour sur un investissement, vous pouvez lui demander une dation indexée. Vous cultivez, mais quand vous aurez donc vendu vos récoltes, donnez-moi quelque chose. C'est aussi une sorte de gage qui permet plus tard que la femme ne dise pas qu'on lui a donné le terrain. Quand vous reconnaissez qu'à la fin de votre culture, vous donnez quelque chose pour avoir eu à bénéficier d'une libéralité de la part du propriétaire, ça compte parmi les éléments de justice ou de jugement
que les chefs traditionnels auront eu à faire valoir lorsqu'un jour un conflit naîtrait entre cette femme et le vrai dépositaire de la terre. Ça arrive, hein, vous l'exploitez pendant un certain nombre de temps. Les enfants de cette femme peuvent venir maintenant dire non, la femme là, c'est son terrain. Alors, si la femme reconnaît qu'elle est détentrice plutôt de cette terre, en donnant à chaque fin de récolte une certaine quantité au vrai propriétaire, ou bien en donnant une dation, ça veut dire qu'elle reconnaît qu'elle n'est pas propriétaire. Et c'est un élément très fondamental qu'on peut utiliser dans l'instauration de la paix lorsqu'un conflit frontier naît. Donc, que tu sois membre de la famille ou pas, si vous ne signez pas un contrat écrit, il faudrait alors que cette pratique-là puisse être reconnue. Vous donnez de l'argent ou bien vous donnez une quantité de biens que vous récoltez pour qu'on puisse considérer que vous n'êtes pas propriétaire. Voilà. Je viens à vous, mais un petit ajout de Rodolphe Tomega, vous êtes du réseau des journalistes du foncier. Oui, je vous demandiez tout à l'heure si la femme peut hériter de toutes sortes de terres au même titre que l'homme ou le garçon. Oui. Du moment où c'est un héritage, la femme que ce soit a le en droit, ville ou bien en campagne, c'est la un femme héritage. a le droit d'en bénéficier. Parce que, supposons que nous avons tous un père qui est mort et qui nous a laissé des biens. Pourquoi choisirons-nous, par exemple, de nous en accaparer? Si c'est des terres, pourquoi choisirons-nous de nous en accaparer et de ne rien laisser à nos frères et à nos sœurs qui sont des femmes? Voyez-vous? Et aujourd'hui, disons que l'accès de la femme à la terre est d'autant plus important dans la mesure où le faible accès des femmes à la terre, disons, ça limite sérieusement leur capacité à mener des activités économiques et ça réduit considérablement leurs moyens de subsistance. Les femmes ont besoin de vivre. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que dans certaines familles, ou dans la plupart des familles, c'est les femmes qui constituent les chevreries ouvrières. Il y a des familles dans lesquelles les hommes n'ont plus de travail, il y en a dans lesquelles les hommes sont, excusez-moi, un tout petit peu irresponsables. Et c'est la femme qui, surtout dans nos villages, c'est la femme qui fait le plus... Qui gère tout. C'est la femme qui s'occupe de l'éducation des enfants. Donc, la privée de terre, c'est la privée de ses activités économiques. Du moment où, dans nos milieux ruraux, l'activité agricole, par exemple, est l'activité la plus pratiquée. Et donc, priver la femme de la terre, c'est la priver de ses activités économiques et donc priver la famille des soins de santé, priver les élèves ou les enfants de la famille de leur éducation scolaire. Ok, merci beaucoup Rodolphe Tomega. Toby, voici le questionnement. La femme ou la fille peut-elle hériter de toutes sortes de terres au même titre que l'homme? C'est ça. Si nous parlons de l'égalité, c'est ça. Cela veut dire ça, c'est automatique. C'est automatique. C'est une réflexe. Alors, il faut savoir que ce qu'il y a, s'il y a des contrats entre eux, cela veut dire que ce sont des formes de garantie. Les formes de garantie. Ce sont des ça dit si les choses arrivent au palais pour la conciliation, ce sont des indices que nous cherchons. Chef, il faut le demander. Il faut le demander lorsque je lui ai remis la terre. Lorsqu'il cultivait, il divise ça en 3 parties. Lui, il prend 2 parties, moi, je prends une partie. Avec ces indices-là, alors nous allons voir que le propriétaire propre de la terre. Donc, ce sont des garanties. Cela veut dire que si on a fait le partage, nous tous ceux qui sont ici, nous sommes de la même famille. Mais après le partage de nos amis, et votre papa a vendu pour lui. Votre papa a vendu ça part. Et si ces enfants restent, s'ils arrivent chez moi, si vous voulez, vous pouvez leur donner quelque chose. Parce si vous ne voulez pas, ce n'est pas... C'est ça. Ok. Donc c'est comme ça. Est-ce que la pratique est telle que, coutumièrement parlant, dans votre communauté? Oui. La pratique là, ça dit, c'est particulièrement parlant dans nos communautés. Ça arrive que la jeune fille, on peut le dire, selon leur rythme, n'a pas accès à la terre. Cela veut dire que selon les coutumes que mon frère vient de dire, c'est ça qui oblige nos aïeux.
C'est-à-dire, c'est une fondation qu'eux, ils ont mis avant de partir. Alors, on ne peut en aucun cas refuser. Alors, si maintenant on dit qu'on doit atomiser ça, pour qu'on revienne à une autre forme, c'est de là qu'avec le béton coulé, on est en train de le démolir un peu, pour maintenant venir à la une. Merci beaucoup, Togwigan. Monsieur Daké, vous êtes le directeur général de l'urbanisme et de l'habitat. Quelles sont les conditions pour bénéficier d'un héritage au Togo? Bon, mais les conditions, elles sont nombreuses. Lorsque un propriétaire vient à décéder, mon propriétaire décède, lorsque on veut donc savoir ce qu'il a laissé comme héritage, on fait intervenir donc un notaire. Alors le notaire peut d'abord ouvrir la succession, c'est-à-dire faire constater le décès du propriétaire et à partir de ce moment demander à connaître tous les héritiers potentiels. Lorsque tous les héritiers potentiels seront là maintenant, il va leur poser le problème. Qui sont ceux qui veulent compétir directement à cet héritage? Bien sûr, il y a d'autres qui diront non, moi je ne veux pas parce que ce monsieur a été méchant avec moi. Je ne veux rien devoir de lui ou bien avoir de lui. D'autres diront oui, je sais qu'il y a des dettes aussi et puis qu'il y a aussi des biens. Mais moi, je ne pourrai compétir qu'à concurrence de ce qu'on va me donner. En ce moment-là, je saurai si je peux aussi participer au règlement des dettes. D'autres diront oui, je veux compétir directement. Donc, toutes ces procédures-là, ce sont les notaires qui le font. Ouvrez d'abord la succession. Essayez d'inventorier maintenant les biens appartenant donc au défunt ou des Koujous. Et lorsque vous inventoriez maintenant les biens, vous devez essayer de savoir si de son vivant, il a fait des libéralités. C'est-à-dire, il a fait des donations à des gens pour éviter qu'à son décès, il ne soit triché. Ce sont les incapables et puis les gens qui sont donc faibles, les handicapés, etc. Une fois que vous aurez inventorié ces gens, vérifiez s'il n'y a pas eu de libéralité, vérifiez s'il n'y a pas eu donc des testaments, en ce moment-là, vous pouvez commencer donc par demander le partage de ces biens en égalité de part. Mais s'il y a de ces libéralités, de ces testaments, le notaire procède donc à la lecture du testament et ceux qui sont héritiers, ils le feront. Ceux qui ne sont pas dedans, on va le faire. Et si c'est tout le bien qui a été partagé, ça sera. Mais si c'est des libéralités seulement, on déduit donc ces libéralités de l'ensemble des biens. C'est la quotité restante là qu'on répartit entre les gens. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a beaucoup de conditions. La première condition, c'est d'être héritier. La deuxième, c'est de vérifier s'il n'y a pas des gens qui ont bénéficié de libéralité, c'est-à-dire qu'ils ont eu des donations à partir de son vivant. Et ce n'est que lorsque tout ça là serait apuré qu'on peut donc réparer. Pour être héritier, il faut donc faire partie donc des descendants, soit du défunt ou bien de son ascendance. Est-ce que vous voyez? Vous êtes ascendant, c'est-à-dire vous êtes ses parents, ou bien vous êtes son descendant, vous êtes ses enfants, ou bien vous êtes ses collatéraux, vous êtes ses frères ou ses sœurs. Donc, il faut être dans ces gammes-là pour pouvoir hériter. Mais la primauté est donnée d'abord aux héritiers directs, c'est-à-dire les descendants. Ce n'est qu'après, quand il n'y en aura pas, il n'y a pas de descendants, qu'on verra donc les ascendants, puis les collatéraux. Est-ce que vous voyez? Les descendants ne peuvent pas être là et les collatéraux vont dire, c'est-à-dire les oncles, les tantes vont dire non, c'est nous qui prenons. Non. Les descendants d'abord, les collatéraux après. Les descendants, les ascendants et les collatéraux. Ce sont les conditions, ça. N'oubliez pas aussi l'épouse ou bien l'époux survivant. L'époux survivant aussi participe donc à la répartition de l'héritage. On ne la néglige pas comme le font certains. Vous essayez de vérifier s'il y a un conjoint survivant. En ce moment, il y a une quotité qu'on lui attribue et le reste, c'est pour les héritiers directs, c'est-à-dire les descendants. À défaut de ces gens-là, maintenant, on remonte aux ascendants, c'est-à-dire les parents. Et à défaut de cela, maintenant, on tombe sur les collatéraux.
Donc les oncles, les femmes, les oncles et les tantes n'ont pas intervenu directement lorsqu'il s'agit donc des héritages. Voilà. Un apport, Isidore? Je voulais m'appesantir sur les descendants. Les conditions pour pouvoir hériter ou succéder à un héritage, c'est les articles 408 du Code togolais des personnes et de la famille, qui stipule que pour succéder, il faut exister au moment de l'ouverture de la succession. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois en vie. Et ça continue en disant que l'enfant simple conçu a qualité d'hériter. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le papa a conçu, l'enfant n'est pas encore né. Il a qualité d'héritier. Mais pour devenir héritier, il faut que, à sa naissance, qu'il vive. En dehors de ça, il y a l'article 409 qui dit que il faut que tu sois digne de pouvoir hériter. Est indigne de succéder celui qui a été condamné en tant qu'auteur, co-auteur ou complice pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort ou porter des coups mortels aux défunts. Donc, voilà les conditions sur lesquelles on peut vous déshériter s'il advenait que vous, dans votre vie, vous avez porté atteinte à la vie de votre père ou de votre mère. Vous pouvez être déchu de votre droit d'héritage. C'est ce que je voulais ajouter. Voilà. Pour les descendants. Rodolphe? Non, je voulais juste ajouter pour, disons, pour enchérir ou pour contribuer un peu à ce que Isidore vient de dire, que même ceux qui sont, disons, ceux qui sont peut-être dans un premier temps déclarés indignes à la succession peuvent par la suite bénéficier de l'héritage. Voilà, si par justement. exemple le pardon leur a été accordé. Voilà. Voilà. Si le pardon leur a été accordé tel que le stipule l'article 409 du Code togolais des personnes et de la famille, qui dit le pardon accordé par le défunt fait cesser l'indignité et la preuve du pardon peut être faite par tout moyen. Et l'action de déclaration d'indignité est ouverte à toute personne susceptible. Voilà un peu. Voilà. Et en même temps, Rodolphe, comme nous sommes avec vous, votre mot de la fin, puisque nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, votre mot de la fin. Moi, je voudrais, disons, sensibiliser les villages, les milieux ruraux, nos villages, les hameaux les plus reculés, les familles qui, jusqu'alors, disons, tentent de faire barrière à l'accès de la femme à la terre. La femme a des droits au même titre que l'homme. La fille a des droits au même titre que le garçon. Et donc, que ces droits-là lui soient reconnus et que la terre lui soit cédée conformément à ses droits pour qu'elle en fasse ce qu'elle veut. Ok. Isidore, oui, très rapidement. Une question nous est revenue, on l'a survolée. Et les gens demandent si, après le moratoire, ceux qui ont les 3 tampons, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils recommencent le processus à zéro. Je passe sous le contrôle du Monsieur Daké. Non, dire que vous recommencez le processus à zéro, c'est aller trop loin. Vous avez déjà des 3 tampons qui sont donc enregistrés. Il suffirait qu'on les remette dans les normes d'aujourd'hui et puis vous continuez. Hein. Si vous avez donc des reçus de vente ou bien des contrats de vente, il faut les conformer à ce que le code dit et puis c'est tout. Donc dire que vous repartez à zéro, ce n'est pas tellement ça. Ok, merci beaucoup. Votre mot de fin, Toby? Oui, nous remercions beaucoup l'assistance des 2 Cora d'Aldenayer qui a pris en lui pour que chaque temps on passe à la radio pour dire un mot à la population. Donc, je suis tellement ravi de ce système. Alors, nous ne cesserons pas
de continuer à sensibiliser nos pères, nos frères et nos sœurs. Voilà. Merci beaucoup. Nous vous disons merci à nos invités ce lundi 7 décembre 2020. Il s'agit de M. Daké Kofi Kouma, directeur général de l'urbanisme et de l'habitat, de Togui Komido Ditoulassi, 6 chefs cantons de Blainvier, c'est dans le Zion. Également de Rodolphe Tomega du réseau des journalistes du foncier et de Isidore Akolo, le président de ce réseau. Merci également à vous qui nous avez suivis et qui... merci également aussi à la Fondation Konrad Adenauer qui soutient financièrement ce projet d'émission du réseau des journalistes du foncier. Rendez-vous est pris dans 2 semaines, c'est-à-dire le 21 décembre 2020 pour le numéro 4 de cette émission Priorité au foncier. Mais avant, lundi prochain à 9h, l'émission reviendra avec Enyonam Alionou Amina dans Doumenion. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.